C'est C'est bon. c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous voir connectés aujourd'hui pour cette troisième session de notre rendez-vous J'améliore mes pratiques. Donc, vous êtes désormais invités tous les troisièmes jeudis du mois à suivre cette visioconférence de 30 minutes qui est portée par le comité de l'évaluation, la coordination générale des soins et la direction qualité, et dont le but est de partager avec vous les résultats et surtout les propositions d'action d'amélioration qui sont issues d'évaluations qui ont été conduites au CHU, soit dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement, comme ce sera le cas aujourd'hui. Donc, nous vous invitons à couper vos micros. Nous vous passerons la parole d'ici 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas aussi à partager vos questions dans le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Et donc, nous espérons une participation de plus en plus nombreuse au fil des rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos collègues. Et ces rendez-vous peuvent être suivis soit individuellement, soit collectivement en équipe. Et sachez enfin que ces visios seront enregistrés et mis à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Et donc, vous pouvez retrouver le lien dans chacune des invitations OWA qui sont dédiées à ces visios. Et donc, je vais laisser maintenant la parole au docteur Sophie Ferréol et à monsieur Christian, qui est kiné en SSR gériatrique, et qui vont vous parler de la contention physique. Oui, donc bonjour à tous. Nous allons effectivement parler de la contention physique au CHU de Nantes. Alors, donc moi, je suis le docteur Ferréol, je travaille en réadaptation respiratoire sur le pôle de médecine physique réadaptation et je pilote ce groupe de travail sur la contention physique depuis déjà une quinzaine d'années. Je me rendais compte que ça faisait un petit moment déjà. Et je suis accompagnée donc de monsieur Emmanuel Christian, c'est effectivement kinésithérapeute sur le PHU 9 et qui participe depuis ses débuts aussi au groupe de travail contention. Donc, rapidement, effectivement, le groupe contention a vu le jour en 2007 suite à la survenue d'événements indésirables graves en lien avec la contention physique et notamment la survenue d'un décès. Et donc, l'objectif de ce groupe n'était pas de dire non à la contention, mais bien de limiter les risques liés à la contention en essayant d'accompagner les équipes pour travailler et réfléchir sur des alternatives à la contention. Et puis, lorsque la contention s'avérait être nécessaire, eh bien, comment bien faire, donc communiquer surtout sur les bonnes pratiques. Voilà, donc écoutez, donc nous allons maintenant vous présenter les résultats d'un audit sur la contention sur l'institution que nous avons réalisé il y a à peu près un an maintenant et toutes les actions qui en ont découlé, qui continuent à en découler. Donc, je laisse la parole à monsieur Christian pour cette première partie. Merci, Sophie. Alors, ça ne marche pas. Si, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est parfait. Merci. Alors, le groupe de travail institutionnel est un groupe, effectivement, qui date d'une quinzaine d'années, qui était à l'origine constitué beaucoup par des personnes orientées gériatrie, parce que la personne âgée était quand même au centre de la problématique de la contention. Et petit à petit, c'est un groupe qui s'est diversifié. Donc maintenant, c'est un groupe donc pluriprofessionnel, des médecins, des cadres, infirmières, aides-soignantes, rééducateurs, et qui interviennent sur les différents secteurs qui vont de la gériatrie jusqu'à la psychiatrie et les urgences et qui englobent tous les différents services du CHU. Donc, ces missions sont de s'assurer, lorsqu'on a recours à la contention, que sa mise en place réponde bien aux recommandations de la HAS en termes de réflexion, de traçabilité, de sécurité pour le patient et de suivi. Je nuancerai quand même un petit peu les propos de Sophie dans la mesure où, à l'origine, la HAS, qui n'était pas encore la HAS, pointait du doigt, en tout cas sur le secteur gériatrique, qu'il y avait une prévalence de la contention qui était extrêmement importante et l'objectif était quand même si ce n'était pas forcément spécifiquement de réduire la contention, mais enfin de s'assurer en tout cas qu'elle répondait à une vraie réflexion. Et donc, les moyens de ce groupe eh bien, sont des formations qui vont, et on l'expliquera un petit peu, de plus en plus vers la pratique.
hein, qui était essentiellement théorique au départ, et puis des outils, guide de recommandation de bonnes pratiques, arbre décisionnel, donc des éléments de communication, et puis la mise en place donc, de référents contention qui sont chargés de prêcher un petit peu la bonne parole dans les services de soins, l'analyse des fiches d'événements indésirables, bien sûr, et puis, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, des audits donc, qui permettent d'évaluer les pratiques et la traçabilité. Alors, donc, c'est dans ce contexte d'audit et d'évaluation qu'a été réalisé un audit en septembre 2021. Donc, son objectif, enfin, ses objectifs étaient à un instant donné de recueillir la prévalence de la contention, c'est-à-dire d'évaluer, enfin, de chiffrer le nombre de patients placés sous contention sur une journée donnée sur le CHU de Nantes en dehors des services de psychiatrie, et puis d'évaluer pour chacun des patients sous contention si les éléments de traçabilité étaient présents et adaptés dans le dossier patient. Et enfin, de réaliser un état des lieux des organisations, c'est-à-dire s'il y avait des référents contention, s'il y a des lieux de stockage identifiés, etc. Donc, tout ce qui est organisation matérielle, on va dire, par rapport à la contention. Merci Emmanuel. Donc effectivement, pour répondre à ces objectifs, nous avons réalisé rapidement pour la méthode, ne vous inquiétez pas, une enquête descriptive transversale qui a concerné l'ensemble des secteurs que vous avez cité effectivement Emmanuel. Donc on n'a pas inclus la psychiatrie, effectivement, il y a toute une démarche très spécifique. Et donc les critères d'inclusion étaient effectivement les patients adultes ou enfants contenus le jour de l'enquête et les 24 heures, dans la nuit qui précédait en tout cas l'enquête. Donc, pour faire le recueil de données, nous avons encore une fois sollicité les cadres et bien sûr leur équipe. L'idée, c'était que les cadres puissent remplir des questionnaires avec leur aide-soignante, leur infirmière, leur médecin et bien sûr les référents contention. Donc, un premier questionnaire pour répondre à l'objectif organisationnel autour de la contention, un deuxième pour mesurer la prévalence de la contention au sein des unités. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, le groupe contention a réalisé un audit de dossier pour évaluer cette fois la traçabilité de la contention physique pour les patients identifiés comme contenus le jour de l'enquête. Alors, les principaux résultats, les voici. Donc, un taux de réponse de 30%. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est quand même correct. Donc, ça veut dire que sur 241 unités fonctionnelles qui étaient à l'étude, eh bien, nous avions 72 répondants. La prévalence de la contention était de 28%, à savoir sur 1121 patients hospitalisés dans les UF répondantes, eh bien, on avait 317 patients contenus au total. Essentiellement, il s'agissait de femmes, à 54%, avec un âge moyen de 72 ans, une médiane qui était plutôt à 77 ans. Et la principale indication de la mise en place de la contention à ce moment-là, au moment de l'audit, était la prévention du risque de chute, puisque cela représentait 70% des situations de contention, et l'agressivité, 30%. Alors, les patients étaient contenus au lit ou au fauteuil et où, je dirais, puisqu'effectivement, nous avons des patients contenus la nuit au lit, des patients contenus la journée au fauteuil, donc on est à un peu plus de 100% effectivement sur la localisation de la contention. Parmi les patients qui étaient contenus au lit, nous avions dans 84% des cas l'utilisation de barrières de lit, donc les doubles barrières complètes de lit. Dans 20% des cas, on retrouvait des attaches poignets, je ne vois pas très bien, attaches poignets, et puis dans 8% des cas, des ceintures abdominopelviennes. Parmi les patients contenus au fauteuil, on retrouvait dans 79% des cas l'utilisation de ceintures abdominopelviennes et dans 11% des cas, une ceinture pelvienne simple. Alors, il faut savoir que dans 94% des cas, le matériel était considéré comme adapté à la morphologie du patient par les professionnels répondants, qui est pour nous un point important, surtout quand on réalise des appels d'offres pour le matériel. Alors,
Les principaux, pour faire un peu rapide et permettre les échanges derrière, c'est voilà, les principaux points forts de cet audit, c'est la connaissance du groupe de travail contention par les équipes, la connaissance des formations transversales, la connaissance des guides de bonne pratique. Donc ça, on est plutôt satisfait de ce point de vue-là. La mise en évidence également dans 34%, chez 34% des unités répondantes d'ateliers intra-unités, donc ça c'est assez satisfaisant. Et puis également une homogénéité des lieux de stockage du matériel de contention, puisqu'on retrouvait un lieu spécifique à 79% des cas, et c'était essentiellement la lingerie avec l'utilisation de bacs de stockage. Donc ça, c'est un travail également que le groupe contention poursuivra pour essayer d'harmoniser sur l'ensemble du CHU. Alors, par contre, quand on regarde un petit peu plus les points à améliorer, on se rend compte que la connaissance de la fiche mission du référent contention est assez faible. De la même façon, le nombre de référents contention dans les unités fonctionnelles, on est à 34% simplement, donc c'est vrai que c'est un petit peu loin de nos objectifs. 30% des référents contention ont participé à la formation institutionnelle. De la même façon, c'est vrai que ça nous embête un petit peu également, puisque un référent contention, pour pouvoir être à l'aise dans ses missions, il me semble que c'est important qu'il puisse participer à cette formation institutionnelle. Et puis, 25% simplement des unités se disent être suffisamment dotées en matériel de contention. Ce qui peut expliquer effectivement l'usage de matériel détourné. 28% des cas, on a retrouvé quand même l'utilisation de draps. Et puis, d'autre part, à noter un point quand même important qui est l'utilisation dans 40% des cas d'une ceinture abdominale seule, sans donc maintien pelvien, ce qui pose souci, on en reparlera tout à l'heure, mais de sécurité. On retrouvait la prescription de la contention simplement dans 30% des cas. On rappelle que toute contention doit être prescrite. Et puis, en termes de traçabilité également de toute la surveillance en particulier ou autre point important à noter dans le dossier, bien finalement, dans un seul pourcent des cas, on retrouvait une cible spécifique sur la contention. Alors, je laisse la parole à Emmanuel pour finir pour développer le plan d'action découlant de cet audit. Voilà, donc pour améliorer un petit peu les pratiques et corriger ces éléments, on a un certain nombre d'actions, des actions de formation tout d'abord, qui ont pour objectif de sensibiliser les professionnels sur les bonnes pratiques, sur les risques, et puis sur tout ce qui est démarche d'alternative à la contention, puisque normalement, la contention ne doit être mise en place qu'après avoir essayé des alternatives qui n'ont pas fonctionné. Et donc, il y a toute une réflexion qui est menée au cours de cette formation avec des notions éthiques et juridiques. Et depuis peu de temps, ça fait quoi, 1 an maintenant à peu près, il y a des sessions pratiques de façon à pouvoir offrir la possibilité aux participants de manipuler les différents matériels de contention qui sont mis à disposition par le CHU, d'abord pour les connaître, pour savoir les utiliser, et puis pouvoir les demander et éviter qu'on se retrouve avec des outils détournés comme les draps, par exemple, voilà, qui sont source de problèmes et de risques graves pour les patients. Et puis, bien sûr, toutes les notions de traçabilité. Ces formations, donc l'objectif, c'est également de recruter des référents contention, de les former et puis de les recruter. Donc des personnes souvent sensibilisées puisqu'elles sont intéressées par cette formation, de façon à pouvoir prêcher un petit peu la bonne parole dans les services et être des éléments, des vecteurs de réflexion dans les services sur les pratiques. Et puis, bien sûr, une sensibilisation sur les outils existants, tant sur les outils de contention que sur les outils de réflexion par rapport à la mise en place de cette contention.
Donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont à disposition, qu'on peut retrouver donc sur intranet au niveau pratique professionnelle. Il y a le kit de prise en charge du patient ou dans les activités des secteurs cliniques ou médico-techniques, dans la rubrique 3, soins et actes techniques, sous-dossier contention, avec proposer le guide de la contention physique, les réflexions bénéfices-risques, et puis la carte postale contention qui permettent de guider un petit peu les professionnels dans leur démarche. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont en cours, notamment sur la mise en place de e-learning, puisqu'on essaye de réfléchir un petit peu aux outils, je ne vais pas dire à la mode, mais utilisés en tout cas par les jeunes professionnels, et qui permettent justement de pouvoir avoir accès à des éléments d'information de façon plus pratique au moment où les professionnels peuvent avoir un petit peu de disponibilité. Des interventions également dans la formation initiale qui va se faire là prochainement au niveau des écoles d'aides-soignantes, qui serait à venir au niveau de l'IFSI et en cours sur la formation initiale des médecins, en espérant que ça puisse se faire. C'est difficile. Très bien. Voilà, et puis ensuite, des choses qui sont en cours qui sont terminées, mais qui sont en cours de transmission, on va dire, de communication sur la gestion du matériel, c'est-à-dire tout ce qui va être commande, marquage, stockage, nettoyage, et donc communication, enfin, fonctionnement avec la blanchisserie. On voit là, par exemple, des attaches avec des aimants et comment faire pour ne pas perdre ces éléments ou ne pas les envoyer à la blanchisserie. Et puis, en cours également, des tutoriels sur la façon d'utiliser, de mettre en place les outils de contention qui seraient réalisés par les fournisseurs et qui seront progressivement mis à disposition sur intranet de façon à s'assurer de la bonne utilisation des différents outils de contention. Alors, l'autre point important qui nous occupe pas mal, c'est la prescription de la contention. On a vu qu'on était à 30% simplement de prescription. On comprend bien que c'est un peu compliqué, c'est surtout très chronophage cette prescription de contention puisqu'elle doit obéir à un cahier des charges assez conséquent. Donc, on a travaillé avec la DSN pour pouvoir réaliser un protocole complet et un peu généraliste sur l'ensemble des secteurs du CHU, hors psychiatrie, hors urgence également, domaine bien spécifique. Et puis, bon, il reste, il persiste, vous voyez, un protocole sur la MAG et la MPG, mais ça va s'intégrer complètement dans le protocole général. Et puis, il va être amené de toute façon à évoluer puisqu'on va changer de logiciel. Mais bon, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons prescrire contention. À ce moment-là, on nous propose de choisir le matériel de contention qui nous semble adapté pour nos patients, ainsi que le programme de surveillance qui est à adapter là aussi en fonction des facteurs de vulnérabilité du patient. Nous avons également la possibilité très d'ailleurs conseillé puisque c'est en jaune, donc les prescripteurs sauront qu'effectivement il faut remplir ces coches. C'est donc bien sûr l'indication de la contention, mais également ensuite toute la démarche de réflexion pluridisciplinaire qu'accompagne la mise en place d'une contention avec la recherche d'alternatives, la recherche de causes, la notion que cette contention arrive en dernier recours, et puis toute la partie également information délivrée aux patients, information délivrée à l'entourage et recueil tant que faire se peut. Ça fait toujours lever le sourcil quand j'en parle, mais voilà, essayer de recueillir au maximum le consentement du patient. Voilà, alors
Pour terminer, quelques points de vigilance donc, concernant l'audit. Donc, des petits points qui nous ont interpellés quand on a relu les différents commentaires dans les questionnaires de réponse, c'est effectivement ce qui n'est pas une contention. On rappelle donc là aujourd'hui que lorsque la contention est demandée par le patient, il ne s'agit pas d'une contention à proprement parler et que ça ne nécessite pas une prescription. Je pense en particulier aux barrières de lit. Quand c'est à la demande du patient, eh bien, effectivement, pas de prescription nécessaire, mais par contre, tracez bien dans le dossier patient que c'est à la demande du patient. Et puis ça n'empêche pas qu'il faille surveiller, bien évidemment, le patient. Et puis, tout ce qui est combinette, grenouillère, pyjama thérapeutique, alarme de lit, etc., là aussi, il ne s'agit pas de contention. Ça peut être éventuellement, au cas par cas, identifié comme étant des alternatives. Un point très important, comme le soulignait également Emmanuel, c'est l'utilisation de matériel détourné, donc à proscrire en raison du risque vraiment très important qu'on fait courir aux patients en utilisant ce matériel. On comprend très bien que dans les unités, il n'y ait pas tout à disposition et dans les cas d'urgence, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de tendre à ce que les unités puissent bénéficier d'un stock suffisant de matériel de contention pour réagir au mieux quand il y a vraiment besoin. L'autre élément important à retenir, c'est attention à ne pas utiliser de ceinture abdominale seule. Là aussi, les études de l'AFSAS montrent bien le grand danger de l'utilisation de ceinture abdominale sans autre maintien, qu'il soit pelvien ou attache-poignée, etc. Donc, il faut partir du principe qu'une ceinture abdominale doit être utilisée avec un maintien pelvien. Ce qui est important également, c'est d'inciter fortement les référents contention à pouvoir bénéficier de la formation institutionnelle pour pouvoir porter la bonne parole auprès de leurs collègues. Ça, c'est vraiment important. Et puis, on retiendra encore une fois, la contention, c'est une prescription et ça nécessite une traçabilité. La contention, donc la restriction de liberté, c'est une notion qui s'entoure bien sûr des principes éthiques, des principes juridiques. On n'est pas toujours très à l'aise à empêcher un patient d'aller et venir. Ce n'est pas notre rôle de soignant. Il faut donc vraiment que tout soit tracé. Ça prend beaucoup de temps, on en est tous bien conscients. Mais c'est extrêmement important car ça peut poser des problèmes en cas d'événements indésirables. Donc, les actions que nous allons poursuivre avec beaucoup de motivation, ce sont, comme vous l'a expliqué Emmanuel, les formations avec une partie théorique, une partie pratique, ça c'est essentiel. Tout ce qui est e-learning, on l'a vu, on va développer. Je vous invite, on communiquera à ce moment-là pour vous présenter effectivement le site intranet reprenant l'ensemble des tutos pour les bonnes pratiques d'utilisation du matériel. Ce seront des tutos faits par les fournisseurs, on a insisté là-dessus. Donc, pour que on soit bien dans les clous et que les professionnels puissent s'appuyer sans aucune réserve sur ces éléments dans leur unité. Et puis, la prescription sur Millennium et sur EasyLy à suivre. Donc, on rappelle également que la contention, c'est oui, s'il y a danger, c'est un élément important dont on n'a pas encore parlé, mais on ne met en place une contention que si on a identifié une dangerosité, que ce soit pour le patient lui-même ou pour l'entourage. L'entourage étant soit des proches du patient, mais également bien sûr les professionnels qui le prennent en charge, dans des indications de chute, d'agitation, de risque de fugue, que cette contention doit être mise en place vraiment en dernier recours après une réflexion pluridisciplinaire sur la recherche de causes, sur les alternatives à la contention et bien sûr sur la réflexion bénéfice-risque. Voilà, donc je vous ai rajouté la BP contention. N'hésitez pas à nous contacter sur cette BP en cas de questionnement. Nous, on essaie de répondre le plus rapidement possible, tant que faire se peut. Mais voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ça fera l'objet forcément d'une réponse et d'une réflexion au sein du groupe s'il y a des choses qui nécessitent une réponse collégiale. Voilà, écoutez, je crois que c'est terminé pour nous avec Emmanuel. Nous sommes à votre disposition pour tout échange, toute question en lien avec cette thématique. Je ne sais pas s'il y a eu des choses de... Ah, Morgane, je ne t'entends pas, tu as coupé ton micro. Je réactive mon micro. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présentation et vos explications. Alors, je n'ai pas de questions dans le chat, mais les personnes qui ont participé peuvent maintenant ouvrir leur micro si elles souhaitent vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas.
Et on a plus de 20 personnes connectées. Donc, alors, qu'en est-il des chambres fermées? Je ne sais pas si c'est assez précis comme question pour que vous puissiez répondre, ou si monsieur... Alors, c'est les chambres en psychiatrie ou est-ce que ce sont des chambres fermées dans d'autres secteurs? Est-ce que ça vous embête d'ouvrir votre micro, monsieur? Bonjour, Marc Dupet, je suis cadre formateur à l'IFSI. J'ai eu des retours d'étudiants en stage en médecine. D'ailleurs, ça fait le sujet d'un mémoire de troisième année sur effectivement une problématique en lien avec une chambre fermée dans un service et donc assimilée à une contention. Est-ce que vous avez eu ce genre de retour par rapport à votre audit? C'est assez rare, hein, mais effectivement, on a pu déjà voir ça. Donc, des chambres fermées à clé, c'est une restriction de liberté, c'est une contention. Donc, ça nécessite toute la démarche autour de la contention avec, donc, bien sûr, une prescription et surtout une surveillance. Et ce qui se pose souvent comme problème, c'est l'absence de possibilité de surveiller le patient parce qu'il n'y a pas de hublot à la porte fermée. Donc, ce n'est pas une pratique qu'on recommandera, bien évidemment. Les chambres fermées, les CSI, en fait, hein, se voient en psychiatrie, mais pas du tout recommandé dans d'autres secteurs. Ce n'est pas fait du tout pour une surveillance rapprochée du patient. La contention, l'air de rien, ne diminue pas la charge en soins, elle l'augmente du fait du cahier des charges très important lié à la surveillance. Muriel Douot aussi, si vous voulez. Oui. En fait, j'ai deux questions. Une qui va être plus précisément sur les référents en contention. Je voulais savoir que vous faisiez référence. Excusez-moi, Madame Douot, je ne vous entends plus du tout. Vous m'entendez pas? Ah, un peu haché. Ah oui. Ah. C'est bien là, on vous entend. Là, c'est mieux? Ah oui. Oui. En fait, en tout cas, merci pour cette présentation bien très claire. Moi, j'avais deux questions. L'une qui était concernant les référents en contention. Je voulais savoir comment ils étaient animés, parce que j'avoue, moi, je suis responsable qualité du PHU2, qui est un grand pôle. Aujourd'hui, je tente d'animer, enfin, de reconstruire ce groupe, pas contention, mais le groupe chute, et j'y viendrai après. Et je n'ai pas du tout connaissance de référents contention sur le PHU2. Et donc, je voulais savoir comment c'était. Bon, l'idée, je peux retrouver ça, hein, cette information, mais comment ce groupe était animé? Qui animait? Est-ce que c'était vous en transversal par le groupe contention ou il y avait un lien avec l'encadrement, quel qu'il soit, des PHU? Alors, effectivement, non, c'est le groupe contention qui pilote les référents. Voilà, donc effectivement, il y en a sur le PHU2. Alors, je vous redonnerai l'information. Effectivement, on les convie, donc, outre à la formation transversale qui permet, comme le disait Emmanuel d'ailleurs, de faire des appels à candidature. Mais sinon, on a deux, normalement, avec le Covid, c'est un peu. Il y a eu quelques loupés, mais néanmoins, on essaie de faire 2 réunions plénières avec tous les référents contention par an. Voilà, où on invite les professionnels à nous faire part de leur retour d'expérience à ce moment-là et on leur communique l'ensemble des actions du groupe. D'accord. Eh bien, moi, je veux bien que vous me transmettiez parce que je n'ai aucune notion de qui est référent contention. Et j'en profite justement pour faire le lien avec le groupe chute. Hein. Je dirais que c'est 2 groupes bien évidemment différents et ça, je l'ai bien identifié. Mais est-ce que vous avez, vous, un partenariat, une collaboration sur des liens qui vous rapprochent en fonction des thématiques? On a un très fort lien puisque oui, j'imagine. Emmanuel fait partie des 2 groupes. D'accord. Bon, très bien. Alors, c'est une question, c'est une porte ouverte hein, que j'ai enfoncée, bien évidemment. Mais du coup, je prendrai attache auprès de vous, Monsieur Christian, parce que comme je vous disais, j'essaye de redynamiser ce groupe chute et j'ai besoin d'avoir quelques liens à faire. Donc, je prendrai attache auprès de vous. Très bien. Vous serez bienvenue. OK, merci. Est-ce que d'autres personnes voulaient poser quelques questions? Juste du coup, la formation contention, elle est accessible à tout le monde, que ce soit des référents contention ou des professionnels non référents. Oui, tout à fait. Toute profession qui prenne en charge le patient et on insiste lourdement pour que les médecins puissent assister à cette formation. Il y en a eu quelques-uns,
mais on les compte sur les mains d'une doigt, enfin les doigts d'une main, pardon. Et du coup, c'est vrai que voilà, on aimerait mieux pouvoir leur proposer des formations. Peut-être que le e-learning sera un format plus adapté. Et au niveau des... Et surtout, excusez-moi, la formation avait au départ une orientation très gériatrique qui a été depuis corrigée, puisqu'il participe maintenant notamment des aides-soignants qui interviennent aux urgences et le groupe, enfin la psychiatrie. Et donc, même si forcément la gériatrie reste représentée, c'est maintenant une formation qui, je pense, permet à tous les professionnels du CHU d'y trouver des éléments intéressants, quel que soit le service dans lequel ils exercent. Ok. On va prendre une dernière question, juste pour ceux qui doivent nous quitter, vu qu'il est 15 h déjà. Il y a un petit questionnaire de satisfaction qui s'affichera normalement quand vous allez vous déconnecter. Donc, si vous pouvez prendre juste, c'est très court, 2 minutes pour y répondre, ça nous aidera à poursuivre le développement de ces visios. Et donc, je crois que j'ai coupé la parole à quelqu'un qui voulait dire une dernière chose. Oui, c'est encore moi, enfin, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, c'est Muriel. En fait, effectivement, hein, la formation auprès de médecins, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a aussi la notion de prescription. Et moi, pour avoir animé ou co-animé des RMM, notamment en neurochir, et je me souviens avoir aussi invité lors d'une RMM Dr Ferréol, c'est un vrai sujet, la prescription de la contention. Et souvent, les professionnels sont vraiment dans le désarroi, hein, parce qu'elles font de la contention sans avoir franchement alors déjà, l'assurance d'une prescription, c'est devenu une habitude du service. Et puis, la deuxième chose, c'est que du coup, il n'y a pas de concertation pluridisciplinaire, quoi. Et c'est vrai que ça manque un petit peu à la notion, quoi. On est bien conscient, on a du mal, vraiment, on a du mal à intéresser les médecins à cette thématique, c'est un vrai souci. Bon, on aura sûrement d'autres idées au fur et à mesure, mais on a oui. Les professionnels médicaux, paramédicaux ne s'opposent pas à la mise en place en l'absence de prescription comme ils pourraient manifester par rapport à une administration médicamenteuse. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est un sujet qu'on a abordé en RMM, effectivement, tout à fait. Mais comme si c'était devenu une délégation de... Vous voyez bien. Oui. Voilà. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, le peu qu'il y avait de prescription avant de contention, c'était juste contention, point. Et après, les équipes se débrouillaient un petit peu où, quand, comment, avec quoi, quelle surveillance. Donc, c'est là où il faut vraiment responsabiliser le corps médical. Donc, on a essayé en formation initiale, mais c'est vrai qu'on intervenait en 3e année de médecine, alors on était très loin des préoccupations des internes, du coup, au final, hein, parce que quand ils sont internes, ils ont bien oublié de quoi on parlait. Donc, oui, après, il faut un peu de moyens humains aussi pour que nous, on puisse intervenir plus proche des prescripteurs, des internes et puis des seniors, bien sûr. Bon, ok, merci pour toutes ces discussions. On va annoncer les prochaines visios des mois à venir. Donc, on a un programme prévisionnel qui se construit petit à petit. On devrait avoir donc le 15 décembre une intervention du docteur Jean-Christophe Ono sur la prescription de produits sanguins labiles. Au mois de janvier, le CLUD devrait nous parler des interventions non médicamenteuses de prise en charge de la douleur. Et enfin, pour le mois de février, nous aurons l'intervention du docteur Dumont et de Madame Guillet sur un retour concernant l'évaluation d'un parcours ville-hôpital avec l'unité d'accès vasculaire. Donc voilà, on espère vous retrouver pour ces prochains rendez-vous. Et si vous-même vous souhaitez présenter des retours d'expérience par rapport à des évaluations et des actions qui seraient intéressantes de partager au niveau institutionnel, n'hésitez pas à nous solliciter. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir à tous.